Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à tous. Alors d'abord quelques petits mots qui sont en fait traditionnels pour vous accueillir ici. Nous savons que vous avez beaucoup d'obligations, d'activités, surtout en cette saison, mais donc n'oubliez pas qu'en prenant un des petits cartons qui sont là, vous pouvez recevoir par abonnement la newsletter de la MSH et être tenu au courant des activités régulières, parmi lesquelles, car ça devient régulier, il y a demain un deuxième épisode de la série Lieu-dit qui se tiendra à la Bobine, qui sont des interventions, alors vraiment sur un autre format que de la conférence. Et si vous avez toujours voulu savoir si les entreprises avaient une âme, c'est le moment d'aller chercher des réponses ou poser des questions dans cette intervention de Jean-Pierre Chanteau à la Bobine demain. Et le prochain épisode d'Avenue Centrale, celui qui conclura notre année, sera le 13 juin par Vincent Kaufmann qui viendra parler des mobilités. Et si j'ai bien compris, ça sera aussi lié à des questions de couple. Donc ça pourra faire écho peut-être aux questions qu'on se posera aujourd'hui. Par ailleurs, donc, il y a une retransmission de cet entretien d'aujourd'hui à la bibliothèque universitaire et vous y trouverez aussi une table avec présentation des ouvrages de Florence Maillochon. Donc, je vais en parler un petit peu après, mais vous pourrez aller compléter toute votre information. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir, Florence Maillochon. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Au centre Maurice Halbwachs, qui est, vous le savez, pour certains d'entre vous, celui qui, si je me souviens bien, est l'inventeur de la mémoire collective. Donc, ça signifie que ces travaux, et j'imagine par conséquent ceux de votre centre, sont à la confluence de la sociologie et de l'histoire dans ces différentes mesures, temps long et temps court. Donc vous allez nous présenter ici quelque chose qui s'inscrit dans cette démarche, mais qui a votre particularité de s'interroger, je dirais, sur les destins des individus, puisque vous avez travaillé sur la jeunesse, sur les adolescents, et sur ce qui est frappant dans vos travaux, c'est le rapport au corps, aussi bien dans la sexualité que dans la violence. C'est peut-être ce qui peut faire le lien entre différentes approches, mais vous pouvez me corriger si je dis des bêtises. Et comme je vous le disais, dans vos travaux, en partant de la jeunesse, de la sexualité, vous arrivez au mariage. Il y a comme une conséquence chronologique, sinon logique. Et votre livre, donc, qui s'intitule « La passion du mariage », qui est paru en 2016. J'aime beaucoup le titre parce que voilà, vous jouez magnifiquement sur les mots. Après le mariage de raison, le mariage par passion, on en arrive à la passion du mariage. Donc ça donne un petit peu le ton de ce que vous posez comme question, je pense. Voilà, pour moi, j'attends avec impatience ce que vous allez nous en dire et j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, pour parler du mariage au XXIe siècle, donc sur un temps plutôt court, on va dire, je
Je suis sociologue, pas historienne, mais je vais essayer de vous situer un peu le mariage à l'heure actuelle. Alors, pour parler du mariage et pour se mettre d'accord, peut-être qu'il faut faire une petite mise au point sur les termes employés. De quoi parle-t-on quand on parle du mariage ? Et pourquoi on parle autant à cette saison et pourquoi on parle autant dans la presse à cette saison? Alors, sans vouloir vous assommer de chiffres, je vous en donne quand même quelques-uns qui me semblent absolument indispensables pour une mise au point. Et en premier lieu, une évolution démographique du mariage, du nombre de mariages civils tels qu'ils sont enregistrés à la mairie. Alors il faut savoir que le nombre de mariages ne cesse de diminuer depuis les années 1970. Le pic à la fin, sur la deuxième moitié du XXe siècle, c'est en 1972. Et depuis 1972, où il y avait environ, vous voyez, 400 000 mariages célébrés, on ne cesse de diminuer le nombre de célébrations à la mairie. À l'heure actuelle, dans les derniers chiffres parus à l'INSEE, nous sommes à 200 000 mariages célébrés. Donc vous voyez, c'est quand même une réduction considérable et qui, rapportée à l'ensemble de la population, montre vraiment qu'il y a un taux de mariage qui diminue de façon continue sur cette période. Alors, il y a bien sûr une concurrence de la part du PACS, qui depuis 17 ans, 18 ans, rassemble de plus en plus de personnes. Je vous ai indiqué sur ce graphique le nombre de PACS. Vous voyez, il y a presque autant de PACS à l'heure actuelle que de mariages entre personnes de sexes différents. Et puis, en ce qui concerne les mariages et les PACS de personnes de même sexe, vous voyez, c'est un petit effectif qui tourne autour de 7000 à l'heure actuelle. Donc, il faut garder ça en tête, parce que c'est une structure lourde qui va permettre de comprendre un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, encore un petit chiffre qui est particulièrement évocateur, à mon sens, c'est l'âge au premier mariage. Vous voyez, sur cette période où on a de moins en moins de gens qui se marient, les gens se marient aussi de plus en plus tard. Vous voyez, on a... l'âge au premier mariage a cru d'une dizaine d'années en un peu moins de 50 ans. C'est considérable. Donc on ne se marie pas du tout à 20 ans à l'heure actuelle, on se marie autour de 30 ans. Ça change beaucoup de choses dans la représentation de ce que c'est. Et puis en termes de trajectoire, on n'est pas le même, on n'est pas la même à 30 et à 20. Donc ça vous dresse un petit peu le tableau du mariage d'un point de vue démographique. Ça explique que le mariage est quand même une institution un peu en perte de vitesse, on peut dire. Alors bien sûr, en termes de stock, on a encore beaucoup de gens qui sont mariés. Si on regarde l'ensemble de la population de plus de 15 ans, en France, on a à peu près 50% de personnes qui sont mariées. Mais si vous regardez ce qui se passe au niveau des jeunes, et il y en a assez peu là dans l'Assemblée peut-être de moins de 30 ans, mais vous voyez qu'en 20 ans, enfin en 30 ans, depuis 1990, on est passé vraiment de 2/3 de personnes qui à moins de 30 ans étaient déjà mariées à autour de 1/3 des personnes, avec toujours un peu plus de femmes que d'hommes, ce qui est lié aussi au fait qu'il y a une différence d'âge importante entre les hommes et les femmes au premier mariage. Donc vous voyez, j'insiste, on parle beaucoup du mariage, la presse tend à nous faire croire qu'il y a la mode du mariage. Alors, c'est une mode, certes, peut-être, mais une mode qui n'est pas fondée sur un passage à l'acte et un passage à la mairie. Alors, pourquoi avons-nous l'impression que le mariage est à la mode? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. Et en particulier, le fait que, justement, la presse, mais surtout le marché commercial, est responsable de façon privilégiée de la mise en scène des cérémonies de mariage. Si les gens se marient peu à l'heure actuelle, ceux qui se marient font des fêtes souvent de plus en plus spectaculaires et de plus en plus dispendieuses. Ils sont relayés et assistés par un marché qui fait beaucoup de publicité et qui prend de façon qui prend en capture en quelque sorte les gens dès lors qu'ils déposent leur banc à la mairie. Donc évidemment c'est visible ce marché, il nous mobilise, il nous stimule et donc on voit beaucoup le mariage de cette façon. Et encore un argument qui prouve que la cérémonie de mariage se porte bien même si le nombre de mariages célébrés est moins important, c'est aussi la
le nombre de mariés, le nombre d'invités conviés aux noces. Ce petit graphique qui est extrait d'une enquête de l'INED qui s'appelle l'enquête épique montre bien au gré des années, vous voyez de 1960 à 2000, hein, plus vous allez vers le fond, plus vous avez vos petits bâtons qui montent. C'est-à-dire que le nombre d'invités a accru au cours des 40 dernières années. Et vous voyez aussi sur ce graphique que plus on est jeune, plus on a d'invités. Donc vous avez ce double tendance qui fait que finalement les mariages à l'heure actuelle de jeunes personnes, de jeunes couples, sont souvent des mariages qui rassemblent beaucoup de gens. Donc d'un point de vue démographique, même s'il y a peu de mariages à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'invités, donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de mariages, parce que finalement, il y a autant de gens qui sont invités à des mariages, même si le nombre de mariages a diminué considérablement. Donc tout cela explique un petit peu ce paradoxe de la mode du mariage. Alors, ce qui me paraît important aussi à noter sur cette période, et pour comprendre en fait un petit peu la complexité de l'étude du mariage sur cette période, c'est que vous l'avez vu, le nombre de mariages diminue. Parallèlement, la cérémonie du mariage se porte plutôt bien, elle est assez présente et dispendieuse. Il faut rajouter en fait un troisième terme au mariage pour comprendre ce qui se passe vraiment, c'est le couple. Et au cours des 40 dernières années, ce qui me semble important de noter, c'est qu'on est passé d'une époque, dans les années 70 environ, où finalement le mariage civil, la fête du mariage et le couple étaient en quelque sorte coexistaient et étaient associés à une seule journée. Donc on se mariait, on faisait une fête et après on avait le droit de cohabiter. À l'heure actuelle, en fait, ces trois événements, en quelque sorte, sont dissociés. On peut se marier, enfin, on peut vivre en couple sans être marié, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et surtout, en fait, on se marie désormais une fois qu'on a cohabité. Les personnes qui se marient sans avoir cohabité sont très rares. C'est de l'ordre de 5% à l'heure actuelle. Donc finalement, la place du mariage a complètement changé par rapport à la place et à l'histoire du couple. Ce n'est plus le mariage qui fonde le début du couple, mais le mariage qui prolonge, en quelque sorte, accomplit, donne une forme de visibilité à un couple qui existe déjà depuis longtemps et qui est souvent même déjà une famille, parce que à l'heure actuelle, vous avez plus de la moitié des enfants qui naissent dans des couples non mariés. Donc ce changement de la place de la fête du mariage par rapport au couple explique aussi un certain nombre de modifications dans la réalisation de la fête du mariage. Donc c'est ce mariage qui n'est plus en fait en quelque sorte une porte d'entrée du couple, change de sens en fait. Il change de signification parce qu'il n'est pas en quelque sorte un début, mais plus une étape symbolique qui n'est pas nécessaire, donc qui revêt finalement une importance d'autant plus importante, d'autant plus forte en quelque sorte qu'elle n'est plus nécessaire. Donc ceux qui se marient, en quelque sorte, font quelque chose d'un petit peu différent, signifient à leur couple quelque chose de l'ordre d'une intensité supplémentaire par rapport aux gens qui restent en cohabitation. Alors, ce fait-là majeur que le mariage suit en quelque sorte l'élaboration du couple, contribue à me faire penser que le mariage à l'heure actuelle est vraiment une forme de représentation, presque au sens théâtral, du couple. Parce que la plupart des gens qui se marient, en tout cas tous ceux que j'ai pu voir dans mon étude, qui est surtout basée sur les jeunes couples. Mais j'ai d'autres éléments à l'heure actuelle qui me font penser que ce que je vais vous décrire correspond aussi à des comportements chez des personnes plus âgées. On a vraiment l'idée que le mariage, c'est une représentation du couple, parce que les gens ne veulent pas faire une cérémonie traditionnelle, ils veulent faire une cérémonie personnalisée, une cérémonie qui leur ressemble. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv de tous les couples. Puisque le couple existe déjà, on n'est pas dans un rite traditionnel d'entrée dans l'âge adulte ou d'entrée dans la famille. On est plutôt dans un rite d'évolution. Donc peut-être que c'est aussi un des points essentiels à souligner, c'est que le mariage, à mon sens, ne peut pas être considéré
à l'heure actuelle comme un rite initiatique et un rite de passage à l'âge adulte. Les personnes, on l'espère, à 30 ans, quand elles se marient, c'est l'âge moyen, sont déjà adultes. Elles ont déjà une sexualité, elles ont déjà une vie conjugale, elles ont souvent une vie familiale propre. Donc elles ont un emploi. C'est très difficile de se marier à l'heure actuelle si on n'a pas d'emploi, surtout quand on a un homme. Donc on considère qu'elles sont déjà adultes. Donc ce n'est pas un rite de passage à l'âge adulte, d'autant plus que tout le monde ne se marie pas. Donc ça voudrait dire qu'on a de moins en moins d'adultes quand on voit les chiffres du mariage. Mais en revanche, on peut considérer quand même que c'est un rite de passage pour le couple, parce qu'il y a certains couples qui se marient et d'autres qui ne se marient pas. Donc finalement, il y a quand même quelque chose qui se joue dans la distinction du couple, quelque chose qui se joue comme un rite de passage pour les couples cohabitants qui vont choisir de se marier. Et ce passage, j'ai essayé de l'étudier, en fait, de l'observer. Et en fait, même si les gens soulignent que finalement, se marier, ça ne change pas tant les choses que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un avant et un après. La plupart des gens ont une relation quand même assez distanciée à la cérémonie, à l'acte du mariage. Ils espèrent bien sûr passer leur vie ensemble, mais ils ont aussi une forme de distance et ils savent bien que le divorce est possible et que la vie de couple est à l'heure actuelle très difficile. Donc ils savent bien que ça change et que ça ne change pas tout. En revanche, il me semble que le mariage et la cérémonie du mariage fait quand même quelque chose au couple. Et c'est ce que j'ai étudié à travers ce livre, en montrant en quelque sorte que ce mariage, la cérémonie du mariage et surtout sa préparation, pouvait être assimilé à une forme de mise à l'épreuve du couple. Et une mise à l'épreuve qui se dessine sur 3 principales dimensions. C'est une mise à l'épreuve en quelque sorte photographique. Alors bon, j'emprunte un peu un vocabulaire ancien à la photographie argentique, mais enfin c'est une mise à l'épreuve esthétique en quelque sorte. Une mise à l'épreuve aussi physique et une mise à l'épreuve psychologique. Et c'est un peu ce que je vais développer maintenant. Je vous laisse admirer un mariage coloré, un mariage mis en scène comme on en voit beaucoup à l'heure actuelle. Alors, ce qui me semble caractériser les cérémonies de mariage à l'heure actuelle, c'est cette volonté de faire non pas un acte traditionnel qui s'inscrirait dans une forme d'héritage familial, d'héritage social, qui valait à l'époque où finalement se marier, c'était rentrer dans le rang, rentrer dans l'ordre des générations. Là, ceux qui se marient ne rentrent pas forcément dans le rang, ils rentrent plutôt dans un modèle d'expression de soi. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose qui leur ressemble, qui se distingue des autres et qui, en même temps, doit être une belle fête. Donc voilà, la double exigence qui traverse les mariages à l'heure actuelle, faire une fête personnalisée et néanmoins faire une belle fête. Et c'est là que les problèmes, en quelque sorte, en tout cas les difficultés commencent. Parce que c'est une véritable épreuve de faire quelque chose qui vous ressemble et qui soit beau en même temps. Ça oblige déjà à penser ce qui nous ressemble, définir ce qu'est le couple, quelle est la spécificité de son couple, qu'est-ce qui le distingue des autres, et comment être sûr que ce que nous sommes en tant que couple est beau et va plaire en plus à l'assemblée qu'on va réunir, etc. Donc là, les difficultés commencent. Et là, c'est vraiment ce qui constitue progressivement une difficulté qui va être résolue dans la recherche de faire le plus beau jour de sa vie. Et j'insiste beaucoup sur cette formule parce qu'il me semble qu'elle a beaucoup évolué dans le temps et surtout dans sa signification. Et ce n'est pas nouveau qu'on place le mariage sous le signe du plus beau jour de la vie. Mais auparavant, c'était une métaphore. C'était le plus beau jour, c'est-à-dire le premier jour d'une longue vie conjugale heureuse et infinie, enfin en tout cas très longue. Là, le plus beau jour, la manière dont les gens l'entendent à l'heure actuelle, c'est au sens propre. C'est vraiment, on n'est plus dans la métaphore, on est dans la réalisation du plus beau jour de sa vie. C'est-à-dire un jour qui doit être parfait dans tous ses aspects. Ce qui conditionne considérablement le contenu, la texture et le déroulement de la fête du mariage à l'heure actuelle. Parce que pour faire un beau mariage, désormais, pour faire un beau mariage qui soit personnalisé,
il faut contrôler l'ensemble du mariage, donc dans sa globalité et aussi dans ses détails. Donc on assiste à l'heure actuelle à un développement, une inflation, on pourrait même dire, de l'importance accordée à la décoration du mariage. Et c'est vraiment un sujet essentiel de la préparation du mariage, essayer de faire une belle décoration qui sera à son image, comme s'il y avait une forme de symbole finalement dans les choses choisies de la décoration qui pouvaient représenter le couple et sa personnalité et ses spécificités. Donc c'est une décoration qui doit être conçue dans sa globalité. C'est pour ça que l'on voit apparaître à l'heure actuelle des thèmes au mariage. C'est quelque chose qui est très nouveau, en fait, ça n'existait pas encore dans les années 90. Donc on a des mariages médiévaux, on a des mariages vintage, on a des mariages bohèmes. On a à tout le moins des mariages avec des codes couleurs qui donnent aussi une uniformité à l'ensemble et qui vont permettre de créer quelque chose d'agréable à regarder. Et puis de mettre en scène la mariée qui va se détacher sur un ensemble de convives qui sera sur une autre unité de couleurs. Mais même si l'on pense la globalité, chaque détail aussi est très soigné. Et il faut vraiment penser tout de façon coordonnée. Parce que là, on est dans un registre de l'expression de soi. La décoration est conçue un petit peu comme un prolongement de soi et du couple. Donc, on ne peut pas imaginer, finalement, si l'on construit un petit peu une image de marque à travers cette décoration, on ne peut pas imaginer quelque chose qui soit un petit peu décalé, qui ne soit pas parfait dans tous ses détails ou qui soit un peu désordonné. Donc, ça oblige vraiment à quelque chose de très soigné, très pensé, très réfléchi, très contrôlé. Donc, dans ce souci de détail, ce souci de coordination, on peut assister à des exigences comme le fait que le coussin qui apporte sur lesquels on pose les alliances est coordonné au bouquet de la mariée, coordonné aux fleurs des boutonnières des hommes et coordonné aussi aux couleurs du plan de table, etc., etc. Donc, il y a vraiment des exigences très fortes qui se déploie finalement un peu dans tous les milieux sociaux et à tous les âges, en particulier pour le premier mariage, mais dans une certaine mesure aussi pour les seconds. Alors, c'est très important parce que cette décoration, elle a un sens pour le couple qui s'exprime, enfin qui a l'impression de s'exprimer à travers ce choix, qui est son choix individuel et pas le choix des autres. En même temps, on voit bien que c'est là aussi où on a toujours un petit peu une ambivalence, c'est-à-dire que chacun veut se personnaliser et en même temps l'ensemble des inspirations est fortement imprégné des codes marchands, des codes de mode qui viennent. Donc c'est comme ça que tout en voulant faire personnalisé et individuel, on se retrouve à faire des choses qui se ressemblent. Mais ça, c'est le sociologue qui ne se rend compte, pas évidemment les mariés qui se rassemblent. En tout cas, cette décoration, elle est importante dans aussi l'idée d'une projection photographique. Et je reviens justement à cette épreuve photographique, parce que toute cette décoration, elle a un sens dans le contrôle de l'image, finalement, qu'on va laisser du couple. Donc bien sûr, la fête de mariage est faite pour rassembler des gens, pour partager ce bon moment, pour être joyeux, pour faire la fête, hein, c'est bien sûr une fête, mais il y a un contrôle de l'image qu'on observe à travers le contrôle de la décoration et qui passe aussi par un contrôle des photographies qui vont être laissées et qui vont être produites ce jour-ci. Donc c'est très important ce contrôle de l'image qui vaut pour les mariages, mais qui finalement, si vous réfléchissez bien à la manière dont vous vivez, dont je vis, est un effet de notre société actuelle en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment imprégné d'une société qui a importé un peu des idées libérales où chacun doit se réaliser soi-même, doit être maître de son identité. Et la façon d'être maître de son identité, à l'heure actuelle, elle passe par le contrôle de son image. Donc vous contrôlez votre image sur Facebook, etc. Vous vous mettez en scène et finalement le mariage n'est ni plus ni moins un espace où là aussi, comme sur sa page Facebook, on contrôle son image et on essaie de prouver qu'au moins un jour, on a été le plus beau couple. Donc en fait, ça a une vertu
pas forcément consciente par les individus, c'est-à-dire que je voudrais bien que vous me compreniez, je ne suis pas en train de prétendre que tous les couples qui se marient sont de purs narcisses. C'est-à-dire que je les excuse volontiers parce qu'ils sont aussi influencés par la manière dont la société nous demande à chaque fois de se réaliser, de faire ses preuves et de se mettre en scène et de prouver son identité. Donc dans le mariage comme dans le reste de la vie. Là où ça joue quand même pour le mariage, c'est que finalement, cette image qui va être produite, cette belle image du beau couple qui est dans un beau cadre avec des invités choisis, qui sont bien habillés aussi, va produire quand même un petit effet, c'est-à-dire ça relance aussi un petit peu l'énergie du couple, c'est-à-dire que ce couple qui choisit de se marier est un beau couple et il donne la preuve qu'il a été un beau couple. Donc c'est aussi une manière de réactiver un petit peu l'énergie, en quelque sorte, de prolonger le couple dans l'avenir en montrant qu'il est ce beau couple puisqu'il l'a été, en quelque sorte. Alors, toute cette épreuve photographique a bien sûr de nombreuses conséquences, en fait. C'est que le mariage, et en particulier la préparation du mariage, est une épreuve physique très importante. Une épreuve physique parce que les gens qui se marient sont sous pression pendant environ 1 an. C'est la norme actuelle. Une norme qui s'est établie au cours de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le mariage en l'an 2000, c'était encore assez nouveau de mettre 1 an pour préparer son mariage. Désormais, c'est une norme qui tend même à être dépassée. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens savent qu'il faut prendre 1 an pour se marier, donc ils anticipent et commencent à se préparer à la préparation du mariage. Et c'est une préparation qui se rationalise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des codes sociaux en fait, sur la manière de préparer son mariage, qui est devenu un moment important, presque au même titre que le jour du mariage. Donc la préparation du mariage, c'est quelque chose de très important et qui se mène un petit peu sur la mode de réalisation d'un projet. En fait, on voit bien qu'on est encore une fois de plus dans la réalisation de quelque chose qui relève de l'intime, mais qui emprunte finalement au code des managers, de l'économie de marché finalement. Donc on mène sa préparation de mariage comme on mène une entreprise, comme on mène un projet à bien, et on va travailler de cette façon. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on fait pendant 1 an ? Alors c'est une question que les parents des jeunes mariés se posent beaucoup. Les gens de 30 ans se la posent beaucoup moins parce qu'ils ont déjà intégré que c'est long de préparer un mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien je vous donne un peu une indication. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer ces belles photos de la présence, de la puissance de la photographie dans le mariage. Mais alors, passons aux choses techniques, à la réalité. Voilà un organigramme comme on peut en trouver sur Internet. Vous avez des tas de blogs, des tas de pages consacrées à la préparation du mariage. Et vous avez pléthore de rétro-planning où on vous détaille toutes les tâches auxquelles vous devez vous soumettre pour réaliser un beau mariage. Et un mariage personnalisé, justement. Alors, pourquoi ça prend tant de temps et pourquoi ça prend une telle ampleur? C'est-à-dire que les gens ne mettent pas seulement 1 an, mais ils sont aussi à fond pendant 1 an. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante, la préparation d'un mariage. Alors, pourquoi soudain, alors même que finalement, beaucoup de choses sont déléguées, c'est-à-dire que les gens ne font plus les repas, ils ne font plus les habits eux-mêmes, etc., comme ça pouvait être le cas jusque dans les années 60. Alors pourquoi, alors même que tout est délégué, tout prend encore plus de temps? Alors ben voilà, c'est à cause de cette liste de tâches qui est énorme et qui doit être personnalisée. Donc c'est la personnalisation de chacune de ces tâches en fait qui produit de l'attention, du doute et puis qui est chronophage. Alors le fait que ce soit personnalisé implique déjà d'une part que les couples prennent en charge
la majeure partie du travail. Donc ils reçoivent moins d'aide des parents qui sont un peu mis à distance parce que je vois des gens qui sont un peu, qui ont un rôle de cheville ouvrière parfois, mais qui sont en tout cas cornaqués en quelque sorte. Donc c'est moins quand même la réalisation d'un mariage à l'heure actuelle, c'est moins une entreprise familiale qu'une entreprise conjugale. Donc ce qui explique en partie que les couples soient vraiment sur la sellette pendant un an. Mais si vous prenez n'importe quelle activité de ce tableau, en fait, ce qui prend du temps, ce n'est pas tant de faire que de défaire. En fait. C'est-à-dire que pensez à choisir une salle. Je crois que c'est un des premiers éléments qui est donné. Avant toute autre chose, avant même le choix de la date du mariage, on choisit une salle. Et choisir une salle qui soit une belle salle et qui soit une salle personnalisée. Eh bien, voilà, comment on commence à rentrer dans un temps infini qui se démultiplie. Parce qu'il faut imaginer un peu tous les possibles, regarder sur Internet toutes les possibilités pour trouver finalement ce qui nous ressemble le plus, avec un budget déterminé, bien sûr, et ce qui va permettre de faire le mariage qui plaît le plus. Et chaque étape est comme ça. Donc, on rentre finalement dans une spirale temporelle où vous avez beaucoup de tâches, c'est-à-dire que même là, vous en avez une cinquantaine, donc 50 tâches à réaliser, c'est pas rien, mais chacune de ces tâches, en fait, peut être elle-même décomposée. C'est-à-dire que si vous prenez faire un faire-part, ça prend une ligne, mais en fait, ça ne prend pas une ligne, ça prend 3 mois. Parce qu'il faut imaginer, est-ce qu'on fait un faire-part par Internet ou par papier? Est-ce qu'on l'envoie par la poste? Ou est-ce qu'on le fait en couleur ou en noir et blanc? Est-ce qu'on met des photos? Est-ce qu'on invente un petit film et qu'on va l'envoyer en vidéo, etc., etc. Et puis après, une fois qu'on a choisi, il faut le faire. Donc tout est comme ça, donc prend beaucoup de temps. Donc tout cela a un coût, c'est-à-dire que c'est un coût évidemment financier, j'en parlerai peu aujourd'hui, vu le gong qui vient de résonner, mais c'est un coût psychologique aussi, c'est-à-dire que les mariés sont quand même sous pression, c'est-à-dire qu'ils travaillent pendant un an et ils travaillent souvent d'arrache-pied pendant un an. Alors c'est un petit peu... Vous le souligniez tout à l'heure, le sens du titre de mon ouvrage, La passion du mariage. C'est-à-dire que j'y décris comment quelque chose qui est au départ un passe-temps, un loisir, un goût, c'est-à-dire que je vais parler surtout au nom des mariées EES, parce que ce sont surtout elles qui réalisent tout ce travail de préparation. Les mariés vont avec plaisir glaner des idées sur les robes de mariée, les salles, etc. Donc c'est vraiment un loisir qui progressivement, au cours de la phase de préparation, se transforme en un travail, vraiment, et qui, de travail à temps partiel, peut passer à travail à temps complet. C'est-à-dire que j'ai rencontré de nombreuses femmes qui mettaient de côté leur activité professionnelle pour se consacrer à l'organisation de leur mariage. Et du travail, la frontière entre le dévouement va parfois confiner avec une véritable dévotion et une véritable passion, avec un grand P cette fois-ci. C'est-à-dire que de la passion ludique, on passe véritablement à quelque chose qui grignote toute la vie, qui absorbe toute la vie, éventuellement au détriment de toute la vie qui reste, la vie familiale, y compris la vie conjugale. C'est-à-dire que le couple qui se marie peut avoir une vie conjugale plus ou moins satisfaisante parce qu'elle est centrée autour de la préparation de ce mariage. Alors, évidemment, je trace le temps obligeant, je trace un peu des idées à l'emporte-pièce, mais c'est quand même une tendance réelle de cette amplification qui parasite un petit peu toute cette période. Alors cette épreuve psychique, je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas portée de la même façon par les hommes et par les femmes. Et cette préparation, même si dans les discours, les hommes et les femmes tiennent un discours très égalitaire, ils disent qu'ils pensent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils décident ensemble, ils ne font rien l'un sans l'autre. Concrètement, quand on regarde la réalité du travail, parce que c'est un travail, on voit bien que les femmes portent l'essentiel du travail de préparation des mariages. Donc les épouses et éventuellement leur mère et belle-mère.
éventuellement des amis IES. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes sont totalement absents, bien sûr, ils sont là, mais pas avec le même rôle, et plus un rôle de décision que de réalisation. Or, donc les femmes sont renvoyées finalement, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais finir, sur un rôle de... Alors elles épousent, elles deviennent la femme d'eux, et elles épousent un petit peu aussi le rôle de femme en se mariant, parce qu'elles sont renvoyées à des tâches domestiques, qu'elles accomplissent une fois de plus, de façon inégalitaire, alors que finalement la célébration du mariage n'a rien de domestique. Ça n'a rien de comparable avec la tenue d'une maison, d'un ménage, d'une famille. C'est un événement qui se produit une fois, qui est un événement festif. Donc rien n'oblige finalement les femmes à tenir dans leurs mains et dans leurs mains seules la réalisation de ce qui, si c'était un autre événement, pourrait être tout à fait une tâche masculine. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on réalise un mariage? On prend des coups de fil, on fait un projet, tout ça, les managers savent très bien faire. Mais puisque là, c'est rapporté au conjugal, les femmes sont finalement revenues à... c'est sur elles que repose finalement la responsabilité de toute la réalisation de ce travail, de sa charge mentale, parce que avec ce travail, il y a une charge mentale, de la même façon que dans la tenue du ménage et la tenue de la famille. Donc ce mariage, même s'il est, ce mariage contemporain au XXIe siècle, même s'il est enveloppé d'un idéal d'égalité, parce que la plupart des couples que j'ai rencontrés, évidemment, assurent qu'ils sont un couple égalitaire, réincorpore quand même dans l'intimité et dans la réalisation de cette intimité, et dans l'expression publique de cette intimité, un travail domestique, enfin un travail tout à fait inégalitaire et des rôles féminins et masculins très clivés. Et je n'ai pas le temps malheureusement de développer d'autres aspects sur ce point, mais tout au long du mariage, notamment avec la réinvention de l'annonce du mariage, on a cette tendance actuelle du fait que des rôles très féminins et des rôles très masculins, de façon très séparée, sont réactivés à une époque où on pourrait avoir l'espoir qu'au contraire, on égalise les situations des hommes et des femmes. Je vous remercie. Merci.